vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Agnès Buzyn, candidate à la mairie de Paris en remplacement de Benjamin Griveaux. Olivier Véran, nommé ministre de la Santé en remplacement d'Agnès Buzyn. Les dernières heures ont été agitées dans l'exécutif et dans la majorité. On va en parler avec le sénateur attaché La République En Marche des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, porte-parole du Parti communiste. Interview avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Nathalie Moret du groupe EBRA. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Cette semaine, vous le verrez, nous irons du côté de Montpellier, de Trèbes ou encore de Perpignan. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous parlerons des municipales. Nous reviendrons sur cette campagne à Paris totalement bouleversée à un mois du premier tour. Agnès Buzyn peut-elle faire gagner La République En Marche? Cédric Villani va-t-elle la rejoindre? Quelles conséquences pour Anne Hidalgo et Rachida Dati? On va débattre de tout ça tout à l'heure. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 17 février. Top départ pour la réforme des retraites dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'examen du texte débute cet après-midi à 16h. Plus de 40 000 amendements ont été déposés. Un lundi noir était annoncé dans les transports, mais il aura finalement peu d'impact. Si l'on en croit les prévisions, le trafic est annoncé quasi normal. Bruno Retailleau a présenté un plan pour gagner la guerre contre l'islamisme. Ce sont ses mots, plan présenté hier dans le journal du dimanche. Il propose des centres de rétention pour les djihadistes, la déchéance de nationalité pour les binationaux ou une peine d'indignité nationale avec interdiction d'accès au territoire pour les Français. Demain, Emmanuel Macron se rendra à Mulhouse pour présenter des mesures de lutte contre le communautarisme. Et puis la tempête Denis a touché le nord de la France hier. 45 000 foyers privés d'électricité dans le nord-ouest du pays selon Enedis et le trafic ferroviaire est perturbé. Selon la SNCF, 4 régions sont impactées, les Pays de la Loire, la Bretagne, le centre Val-de-Loire et Paris, rive gauche. Et on débute avec le sénateur du jour élu des Hauts-de-Seine, rattaché au groupe La République En Marche. Bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette affaire Griveaux, ce qui se passe à la mairie de Paris. Agnès Buzyn qui remplace donc Benjamin Griveaux en plein coronavirus, en pleine réforme des retraites, en plein mouvement des hôpitaux. Est-ce que la majorité fait passer ses intérêts partisans avant les intérêts du pays ? Heureusement que tout ne repose pas sur une seule personne au niveau des dossiers gouvernementaux. Donc on a une équipe gouvernementale qui est en place, des équipes aussi dans les ministères qui tournent. Aujourd'hui, Agnès Buzyn a fait le choix de s'investir pour Paris, la ville où elle est née, la ville où elle a grandi, la ville où elle a eu ses enfants et où elle vit toujours. Moi, je pense que je fais confiance à Olivier Véran pour reprendre les dossiers et de toute façon, et le cabinet et le ministère ne bougent pas, donc on continue sur ces dossiers. Mais la même Agnès Buzyn qui disait que ces dossiers l'empêchaient de faire campagne dans le 15e, puisque avant l'affaire Griveaux, elle était partante pour être tête de liste dans le 15e. Aujourd'hui, elle peut faire campagne pour Paris, ce n'est pas gênant ? Elle peut faire campagne à partir du moment où elle n'est plus ministre, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit. Elle ne sera plus ministre quand elle sera officiellement investie tête de liste. Ça a été le cas hier. Aujourd'hui, elle n'est plus ministre et donc elle peut se consacrer entièrement à la campagne. Il reste moins d'un mois pour faire campagne pour Agnès Buzyn. C'est sa première campagne, elle n'a jamais été élue. Est-ce qu'un mois, c'est trop court pour espérer remporter Paris ? Écoutez, je ne sais pas si ça peut faire basculer. En tout cas, je pense qu'elle peut recréer une nouvelle dynamique. Elle est plutôt rassurante, elle est bienveillante. On voit qu'elle est en proximité avec les Parisiens, elle connaît leurs préoccupations. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on attend d'un maire ou d'une maire. Donc, elle incarne, je pense, très bien la fonction et elle incarne Paris. Donc, elle peut redynamiser aujourd'hui la campagne de la majorité présidentielle sur Paris. Est-ce que finalement, elle est une meilleure candidate que Benjamin Griveaux pour Paris ? En tout cas, c'est une très bonne candidate. L'affaire Benjamin Griveaux et cette sextape, en tout cas ces vidéos intimes à caractère sexuel du candidat qui ont été dévoilées, l'obligeant à ne plus candidater à la mairie de Paris. Est-ce que pour vous, ça va laisser des traces dans la vie politique ? Oui, je le disais sur les plateaux de vos confrères ce week-end. Je pense qu'il y aura un avant et un après affaire Griveaux, on va dire. Parce que là, on a une atteinte aussi à la vie privée. Alors, il y a certainement eu une naïveté de la part de Benjamin Griveaux sur l'utilisation des réseaux, et en l'occurrence de Messenger.
Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi une atteinte à la vie privée qui ne devrait pas être acceptée aujourd'hui en démocratie. Et que vous jugez inquiétante justement pour la démocratie ? Oui, bien sûr que c'est inquiétant. Mais vous savez, nous, on subit, et moi le premier, on subit des attaques perpétuelles sur les réseaux sociaux, bien sûr sous couvert d'anonymat, avec des fake news, avec de la diffamation, avec des attaques, mais avec très peu de moyens aujourd'hui pour se défendre. Donc c'est ça qui est inquiétant, je pense. Très peu de moyens, pas assez, c'est-à-dire qu'il faudrait plus de moyens pour pouvoir se défendre face à ces attaques des réseaux sociaux ? Oui, parce que sur des profils qui sont anonymes, on n'a pas moyen d'attaquer. Et je pense que ça, c'est aussi aux responsables des réseaux sociaux de pouvoir... Alors là, pour le coup, c'est pas anonyme, hein, c'est revendiqué. Oui, là, c'est revendiqué. Mais je parle, moi, en général, sur les attaques qu'on peut subir, mais qu'on peut subir au niveau des élus, mais aussi, je vois l'affaire Mila de la dernière fois, cette déferlante de haine et d'attaque contre cette jeune fille qui avait 16 ans, qui a 16 ans. Je pense qu'il faut aussi mesurer, et c'est ce que je disais, on est dans une dictature aujourd'hui des réseaux sociaux qui est certainement dangereux pour la démocratie. Dictature qui est de nature à décourager les politiques que vous êtes ? Découragé, non, parce que, encore une fois, on s'engage par conviction, on s'engage pour nos territoires, on s'engage parce qu'on a envie de changer la vie de nos concitoyens. Mais parfois, c'est vrai que les attaques à répétition peuvent porter un coup au moral. Les politiques, c'est des hommes et des femmes comme tout le monde. Donc forcément, c'est difficile quand on nous attaque, quand on attaque nos familles, quand on attaque notre action. On préférait être attaqué sur nos propositions plutôt qu'être attaqué sur nos personnes, c'est sûr. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est cette réforme des retraites qui arrive cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 41 000 amendements déposés, dont la moitié déposés par la France Insoumise qui veut faire une noria parlementaire. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? Écoutez, moi, je ne vais pas critiquer le droit d'amendement. Je suis parlementaire, c'est un droit constitutionnel et j'y suis très attaché. Après, il faut que toute mesure dans nos actions. Je pense qu'effectivement, la multiplication des amendements par la France Insoumise est plus de nature à faire de l'obstruction plutôt que d'avoir un vrai débat sur le fond. Et moi, je pense qu'il faut faire évoluer effectivement ce texte sur les retraites. Je pense que le débat parlementaire est indispensable. Je pense qu'on a besoin d'avoir des amendements effectivement pour faire évoluer ce texte. 41 000... Mais là, est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que justement, ça va pas empêcher le débat sur le fond ? Je pense sincèrement que là, on est arrivé dans une phase d'obstruction parlementaire plutôt que... Revendiquée d'ailleurs par la France Insoumise. Voilà, donc c'est les limites aujourd'hui du droit d'amendement. Mais est-ce que du coup ça empêche les parlementaires d'avoir un débat de fond et de modifier ce texte ? On a vu que l'examen en commission n'a pas pu aller jusqu'au bout, que le texte n'a donc pas été amendé. Est-ce qu'il risque de se reproduire la même chose en séance ? C'est le risque. Donc je pense que... Alors au Sénat, on est plus sage, on va dire, sur nos façons de faire de la politique et l'utilisation de notre droit d'amendement. Donc je pense qu'on aura, nous, un débat beaucoup plus serein au Sénat. Mais effectivement, à l'Assemblée, il y a une espèce de course à l'échalote sur celui qui fera le plus d'amendements. Et c'est vrai que la France Insoumise est souvent en pôle position sur ces questions-là. Pour le moment, il y a 2 semaines qui sont programmées pour l'examen de ce texte en séance. Est-ce que pour vous, c'est trop peu ? Ça sera de toute façon trop peu, parce que 2 semaines pour 41 000 amendements, je pense que les délais ne seront pas tenus. Donc on risque effectivement d'avoir un texte qui est peu amendé ou pas amendé du tout à la fin. Gérard Larcher, le président du Sénat, demande la levée de la procédure accélérée. Il demande du temps au Parlement pour débattre. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président du Sénat ? Je ne suis pas complètement en désaccord, effectivement. Je pense que c'est un texte structurant pour l'avenir des Français. Je pense que les Français ont besoin de bien comprendre cette réforme, qui est une vraie pédagogie, et que surtout le débat parlementaire permette de le faire évoluer. Donc, même si moi je soutiens cette réforme sur les grandes lignes, je pense qu'on a besoin d'avoir effectivement du temps pour les parlementaires pour le faire évoluer. Donc pas de procédure accélérée, ça serait... Je ne suis pas forcément favorable à la procédure accélérée, quel que soit d'ailleurs le texte. Un dernier mot sur ce sujet, nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui dans les transports. En tout cas, c'était annoncé comme un lundi noir par certains syndicats. Il y aura une nouvelle journée jeudi, plus large. Est-ce que les opposants ont raison de maintenir la pression ? Est-ce qu'ils ont raison de maintenir la pression ? Écoutez, je ne suis pas sûr que, encore une fois, je pense que maintenant on est dans une phase de débat parlementaire, donc c'est ça qu'il faut pousser. On voit que la pression aujourd'hui, par exemple, n'est pas forcément tenue, parce qu'on n'est pas du tout dans un lundi noir. On voit une baisse de la mobilisation. Donc ce n'est plus dans la rue que ça se joue pour vous ? Moi je pense que ça se joue maintenant au Parlement. Au Sénat et ces journées de mobilisation elles ne servent plus à rien ? Je pense qu'il faut continuer, et moi je pousse le gouvernement à continuer avec les organisations syndicales, le dialogue, à faire évoluer effectivement le texte en concertation avec les représentants syndicaux, mais ça ne se joue pas dans la rue.
Allez, on va parler d'un autre sujet, Xavier Iacovelli. Emmanuel Macron qui sera en déplacement à Mulhouse demain pour parler de la lutte contre le communautarisme. Hier, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a annoncé des mesures pour lutter contre l'islam radical. C'était dans le journal du dimanche. On va en parler avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Xavier Iacovelli. Et Alex, Bonjour. Bruno Retailleau qui veut donc renforcer les outils pour combattre le djihadisme. Et oui, car dans les prochaines années, de nombreux djihadistes français vont être libérés de prison. Alors, ils ont été condamnés avant la loi antiterroriste de 2016 et Bruno Retailleau refuse qu'ils soient bien relâchés simplement dans la nature. Il propose donc de les mettre sous surveillance, voire de les mettre en rétention. Il assure que c'est une mesure constitutionnelle. Et puis Bruno Retailleau refuse également le retour en France des djihadistes français partis faire le djihad à l'étranger. Il ne croit plus aux prisons françaises car il estime que c'est un accélérateur à radicalisation. Et puis enfin, il ressort une vieille mesure, la déchéance de nationalité pour les djihadistes français binationaux. Alors, dans l'esprit du patron des sénateurs Les Républicains, le djihadisme est fortement lié au développement de l'islam radical dans certains quartiers. On l'écoute, c'était en octobre dernier. Je fais le lien entre le djihadisme et la radicalisation de l'islam. La radicalisation de l'islam, sous par exemple les menées des frères musulmans, des salafistes, qui conquièrent des quartiers entiers, et c'est le terreau dans lequel vont éclore demain, justement, les vocations des futurs djihadistes. Les choses sont très claires. Il y a un phénomène sanglant et il y a un phénomène souterrain. Alors pour faire face à cet islam radical, Bruno Retailleau veut mettre en place une stratégie dite de reconquête républicaine avec des moyens financiers massifs, une stratégie déclinée par tous les services de l'État. Il propose également de faciliter la fermeture des mosquées islamistes et enfin une mesure qui retient l'attention, la mise sous tutelle des collectivités qui seraient responsables de favoriser le communautarisme, une mise sous tutelle par le préfet. Voilà tout un arsenal de mesures qui s'ajoutent à la proposition de Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, qui souhaite réviser la Constitution pour éviter toutes les dérives communautaristes. Merci beaucoup Alex pour les détails de ce plan présenté par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui dit que bientôt il sera trop tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense qu'il n'est jamais trop tard en République et je pense qu'il est utile effectivement de lutter contre le communautarisme et notamment avec les élus locaux qui peut-être se servent de ce communautarisme. Moi je pense que quand on est maire, il faut faire commun. Il faut faire organiser ce vivre ensemble. Quand vous dites se servent, c'est pour des raisons électoralistes ? Certainement oui. Je pense qu'il y a une complicité passive, on va dire, de certains élus, de gauche ou de droite, qui utilisent ces communautés. D'ailleurs, quelle que soit la communauté, c'est pas seulement la communauté musulmane. Donc je pense qu'il faut effectivement condamner les élus qui se jouent du communautarisme. Alors, sur ce sujet, Bruno Retailleau, il va plus loin. Lui, il parle d'une mise sous tutelle des collectivités par le préfet lorsqu'il y a un manquement grave de la part des élus. Sur ce sujet, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, parce qu'à partir du moment où on condamne l'élu qui est responsable, la collectivité doit être mise sous tutelle le temps d'avoir un nouvel édile. Donc bien sûr, je pense que c'est indispensable. Quand il parle d'enclave, de mini-territoire qui seraient sous la coupe d'islamistes, là aussi, c'est un constat que vous partagez ? Alors, d'enclave, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans certains quartiers et dans certaines villes, parce que ce n'est pas seulement propre à des quartiers, on a un désengagement de l'État, un désengagement des services publics, et donc qui crée forcément ces foyers de fragilité et ces foyers qui sont propices à la radicalisation. Donc il faut effectivement que l'État prenne ses responsabilités, que les collectivités locales aussi recréent du service public dans certains quartiers, parce que c'est par la République qu'on peut lutter contre la radicalisation. Est-ce que l'État prend suffisamment ses responsabilités en la matière ? Je pense qu'il y a une prise de conscience déjà depuis quelques années, pas propre à ce gouvernement, mais déjà depuis le gouvernement précédent. Là, il y a une accélération avec les maisons France Service aussi, alors qu'ils sont plutôt sur la ruralité, mais on le voit, un développement aujourd'hui dans certains quartiers populaires qui étaient dépourvus de services publics. Je pense qu'il y a besoin, effectivement. Vous savez, ça passe par les services publics, mais ça passe aussi par la culture, ça passe par le sport. Je pense qu'il faut recréer du vivre ensemble et du commun pour lutter contre le séparatisme d'État.
Et Bruno Retailleau remet sur la table la question de la déchéance de nationalité pour les binationaux, de la peine d'indignité nationale pour les Français. C'est un débat qu'il faut reposer? Non, moi je pense que ça a trop fracturé le pays lors du précédent quinquennat. Moi je suis contre la déchéance de nationalité. Et puis en plus, la réalité c'est que les terroristes s'en foutent d'être déchus de leur nationalité. C'est pas le problème. Aujourd'hui, il faut effectivement condamner, mais la déchéance de nationalité pour les binationaux, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une question d'affichage et on sait très bien que M. Retailleau est très coutumier de ces thèmes. Pour vous, c'est quoi? Il fait de la politique, de l'affichage? Oui, c'est de l'affichage, ça n'a aucun sens. Ça avait un sens peut-être quand on a lancé le débat, quand François Hollande a lancé le débat au moment des attentats, parce qu'il y avait une nécessité comment dire, les Français avaient besoin d'une réponse forte, mais on s'est rendu compte que c'était stigmatisant pour les binationaux. Mais est-ce qu'elle est arrivée depuis cette réponse forte sur ce sujet? Je pense qu'il y a eu tout un arsenal de lutte contre la radicalisation qui s'est installé, oui. Il propose également des centres de rétention pour les djihadistes. Est-ce que là-dessus, vous soutenez Bruno Retailleau ou pas? Oui, sur les centres de rétention, bien sûr. Il faut savoir déjà que dans nos prisons, moi j'avais visité la prison de la Santé à Paris, il y a déjà des quartiers de lutte contre la radicalisation. Donc aujourd'hui, nos prisons sont équipées et elles sont plutôt... suffisamment, parce que Bruno Retailleau, il reprend cette phrase... Elles sont dans les meilleures européennes, et notamment sur l'encadrement, la déradicalisation, en tout cas la sortie de la violence. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des prisons qui sont rassurantes, on va dire, sur ces questions-là. Il reprend cette phrase du chercheur Hugo Micheron qui dit que les prisons françaises aujourd'hui, c'est l'ENA du djihadisme. Vous ne partagez pas ce constat? Non. Non, je pense que vraiment on a un outil très utile et c'est pour ça que sur la question des djihadistes condamnés à l'étranger, moi ce qui me fait peur c'est toujours l'enfermement dans des prisons peu sécurisées à l'étranger. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des prisons qui sont très sécurisées en France où on a des résultats et où en fait on est protégé parce qu'ils sont emprisonnés dans des quartiers de haute sécurité. Vous êtes pour un rapatriement dans des prisons françaises? Moi je pense que la question n'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'ils ont commis des attentats dans d'autres pays, lorsqu'ils ont participé à détruire des États, c'est normal qu'ils soient jugés dans les pays où ils ont commis ces attentats. Mais c'est vrai que lorsqu'ils prévoient de faire des attentats en France, peut-être que les faits de les sécuriser dans des prisons qui soient un peu plus sécurisées que les prisons kurdes, par exemple, je pense qu'il faut se poser la question, il faut qu'on ait un vrai débat dessus. Dernier mot sur ce sujet, Xavier Iacovelli. Demain, Emmanuel Macron sera à Mulhouse en déplacement sur ce sujet, sur la lutte contre le communautarisme. Qu'est-ce que vous attendez de son discours? Qu'est-ce que vous attendez comme mesure? Moi déjà, je pense que ça va pas être un discours clivant. Je pense qu'il a une volonté d'apaiser la situation. On a besoin d'entendre du président de la République aussi cet investissement de la République dans les quartiers, cet investissement dans les services publics. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une volonté du gouvernement de prendre à corps cette question. Et c'est le bon moment, un mois des municipales, de mettre ce sujet sur la table? C'est pas une question de bon moment. Il est président de la République, il n'est pas candidat aux élections municipales. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller du côté de Bordeaux. On va retrouver Diane Charbonnel. Bonjour Diane. Vous êtes journaliste à 8FM. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et Diane, avec vous, on va bien sûr faire un point sur la campagne des municipales à Bordeaux. Où en est-on de cette campagne? Alors, ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a deux candidats qui sont en tête des sondages, du moins de ce sondage Ipsos qui a été dévoilé la semaine dernière. Donc, le match serait de plus en plus serré entre Nicolas Florian, qui est l'actuel maire de Bordeaux et qui a été le successeur d'Alain Juppé il y a un an lorsqu'il est parti pour le Conseil constitutionnel. Et puis Pierre Urmic, qui est lui le candidat des écologistes et de la gauche, qui est aussi bien connu des Bordelais, puisqu'il est au Conseil municipal depuis 1995. Un seul petit point sépare pour l'instant, toujours selon ce sondage Ipsos, les deux hommes. Nicolas Florian donc arrive en tête avec 34% d'intention de vote, et puis il est suivi de très près par Pierre Urmic avec 33%. Nicolas Florian en danger, donc l'héritier d'Alain Juppé. On est bien loin de l'ère Juppé à Bordeaux.
Effectivement, parce que depuis le départ de Juppé l'année dernière, le paysage politique a vraiment bien changé à Bordeaux. Il pourrait effectivement y avoir un second tour à Bordeaux. Alors, ça n'était pas du tout arrivé sous l'ère Juppé, c'est-à-dire qu'Alain Juppé a toujours été élu dès le premier tour des municipales. D'ailleurs, tout comme son successeur, son prédécesseur, Jacques Chaban-Delmas. Ce serait donc une première, un second tour à Bordeaux serait donc une première depuis 1947. Ouais, une première depuis la Libération. Alors, on parle du candidat écologiste, on parle du successeur d'Alain Juppé, mais il y a un nom qui revient beaucoup dans cette campagne et il est connu, c'est Philippe Poutou. Et effectivement, il risque de créer la surprise puisque toujours donc selon ce dernier sondage Ipsos, c'est bien le candidat NPA France Insoumise qui rassemble aussi des Gilets jaunes d'ailleurs, arrive en 4e position derrière Thomas Cazenave qui est lui candidat La République En Marche. Philippe Poutou est quand même crédité de 9% d'intention de vote et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Philippe Poutou se présente à la mairie de Bordeaux. C'était déjà le cas lors des dernières municipales en 2014, mais là Philippe Poutou n'avait enregistré que 2,5% des voix. Et du coup, Diane, comment vous expliquez qu'il passe des 2,5% à des intentions de vote qui frôlent les 10%? C'est assez difficile à expliquer. Alors, Philippe Poutou a quand même fait beaucoup parler de lui avec la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, dont il était représentant syndical et dont il était employé d'ailleurs à l'été dernier. Donc, Ford de Blanquefort qui se situe dans l'agglomération de Bordeaux. Et puis aussi Bordeaux qui a été une ville forte du mouvement des Gilets jaunes. Et je le disais tout à l'heure, cette liste que prend Philippe Poutou contient aussi des Gilets jaunes, rassemble aussi des Gilets jaunes. Donc ça pourrait peut-être expliquer ces intentions de vote qui sont un petit peu plus importantes que lors des dernières municipales en 2014. Eh bien, merci beaucoup. Merci Diane d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce point très complet sur la campagne à Bordeaux. Diane Charbonnel, journaliste à 8FM. Merci d'avoir été avec nous. On a parlé de Bordeaux. On va revenir dans les Hauts-de-Seine, chez vous, Xavier Iacovelli. On va regarder votre revue de presse. C'est avec Alex Poussard. Et Alex, on commence avec 94 citoyens. 94 citoyens qui évoquent la fusion entre le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines, avec un nouvel épisode dans cette fusion, une concertation citoyenne sous la forme d'une plateforme participative sur Internet. Les citoyens peuvent faire des propositions pour imaginer l'avenir de cette fusion avec 6 principaux thèmes comme le social, l'environnement, également la Seine comme trait d'union entre les départements. Et la proposition qui a le plus de succès pour l'instant, ça fait 10 jours que la plateforme a été ouverte, la proposition qui a le plus de succès, c'est le rejet de cette fusion. Un mot sur ce sujet. C'est un feuilleton qui dure, cette fusion entre les Hauts-de-Seine et les Oui, vous savez, c'est l'aboutissement d'une guerre des droites entre Patrick Devedjian et Patrick Ollier, entre le président de la métropole et le président du département qui ne veut pas être inclus dans cette métropole. Donc nous, on a toujours été opposés à cette fusion qui n'a pas de sens. Les Hauts-de-Seine doivent se tourner sur Paris et être bien présents dans la métropole et pas revenir sur les Yvelines où malgré tout on a très peu de bassins d'emploi et de bassins de vie en commun. Donc vous êtes plutôt d'accord avec la concertation citoyenne? Complètement. Et on change de sujet. Temps réel 92, Alex. Les Hauts-de-Seine manquent de médecins. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a lancé un appel à candidature pour recruter des médecins partagés entre la ville et l'hôpital. Alors concrètement, ces médecins spécialistes seront à mi-temps à l'hôpital et le reste du temps, ils pourront exercer de manière libérale en médecine de ville. Xavier Iacovelli. Non, c'est une vraie problématique. Moi, je le vois dans ma ville à Suresnes, où on a des quartiers qui sont complètement dépourvus de médecins parce que des départs en retraite qui ne sont pas remplacés et donc une patientèle qui est trop importante pour les médecins qui restent en place, avec un public de plus en plus fragile, notamment les personnes âgées, qui ne peuvent pas se déplacer plus loin. Et donc, aujourd'hui, on est en manque dans nos quartiers, y compris ce qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est en première couronne, dans une zone très urbaine, et on n'arrive pas à trouver de médecins. Donc il y a une vraie problématique et c'est pour ça que nous, en tout cas dans mon programme municipal, on développe aussi toute la question des maisons de santé dans les quartiers, en partenariat notamment avec les hôpitaux comme l'hôpital Foch de Suresnes. Est-ce que la loi santé d'Agnès Buzyn peut pallier ce problème? Je pense que... c'est trop tard? Non, c'est trop tard. La réalité, c'est qu'il faut qu'on ait l'urgence. La loi santé, c'est sur les années à venir. Là, on est dans l'urgence. Donc, il faut effectivement que les collectivités locales, avec l'aide de l'ARS et des hôpitaux, puissent combler ces déficits de médecins. L'ARS, l'Agence régionale de santé. On termine avec le Parisien, Alex, le municipal.
Et oui, on va parler de l'élection municipale à Suresnes et on va parler du Parti socialiste dans cette élection, votre ancienne famille politique Xavier Iacovelli, puisque dans l'élection à Suresnes, eh bien, les socialistes se sont alliés à la France Insoumise. C'est une alliance qui est assez rare pour le noter. Et ils se sont alliés derrière le candidat Olivier Horry qui espère rassembler la gauche dans ce scrutin. En tout cas, la gauche à Suresnes ne part pas favorite puisque la ville est dirigée par le centre droit depuis plus d'un demi-siècle. Merci beaucoup Alex. La gauche et la droite, qui part d'ailleurs divisée à Suresnes. Ça fait vos affaires, Xavier Iacovelli? En tout cas, nous, on est la liste la plus stable de cette élection municipale, puisqu'on regroupe effectivement les progressistes, la République En Marche, les écologistes et la liste citoyenne qui était opposée à moi en 2014. Donc effectivement, on a aujourd'hui un candidat de droite qui a été désigné par le maire, mais qui voit une dissidence se profiler, enfin qui est officiellement affiché avec 7 élus quand même de la majorité sortante qui sont rentrés en dissidence. Moi-même, sur ma liste, j'ai des élus de la majorité qui m'ont rejoint. Et à gauche, on est dans une situation où la liste menée par le PC n'arrive pas à rassembler l'ensemble de la gauche. Et donc, on a une liste France Insoumise qui est soutenue par les socialistes locaux. Je rappelle que les élus socialistes, par contre, sont aussi sur ma liste. Donc nous, on arrive à rassembler Suresnes sur une sensibilité, sur un intérêt local. Alors votre candidature, elle a quand même provoqué des divisions chez les marcheurs locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ces divisions sont derrière vous ? Écoutez, elle a provoqué, la réalité, elle a provoqué des adhésions chez En Marche au dernier moment pour justement pouvoir aller avec le candidat de droite. La réalité, c'est qu'il y a 6 marcheurs qui sont avec le candidat désigné LR, 6 marcheurs, et puis moi j'ai l'ensemble des marcheurs, le comité, le soutien du mouvement, donc il n'y a pas de division, il y a juste de la communication. Donc vous êtes confiant ? Bien sûr. Plus largement, au-delà de votre ville de Suresnes, il y a des divisions dans près d'un tiers des grandes villes de France entre les marcheurs. Est-ce que c'est symptomatique de la République En Marche ? C'est pas symptomatique, on a toujours connu des dissidences, que ce soit au Parti Socialiste, au LR. Il y a toujours eu des dissidences dans les grandes familles politiques au moment des municipales parce que le projet n'est pas en cohérence avec ce qu'on peut défendre ou parce que la composition de la liste n'est pas en adéquation avec nos attentes. Donc il y a toujours eu des dissidences. La réalité, c'est que la République En Marche est un parti comme les autres maintenant. Donc, elle subit aussi ces divisions, avec peut-être, on va dire, une jeunesse de certains militants de la République En Marche qui n'ont pas forcément cette culture politique que certains ont, on va dire, dans les autres partis. Et peut-être des difficultés aussi à s'implanter sur le plan local. Est-ce que finalement ces municipales, elles ne vont pas voir le retour de ce que la République En Marche appelle l'ancien monde, les républicains, les socialistes, qui eux ont des élus locaux implantés? Mais je pense que la République En Marche va s'implanter dans ces municipales, parce que de toute façon, elle part de rien. Donc forcément, on va avoir des élus supplémentaires, des élus en nombre qui vont arriver. Et puis, non, je pense que c'est aussi un nouveau parti, et donc c'est normal qu'elle puisse être représentée sur les territoires. Il n'y a pas un manque d'implantation. La réalité, c'est qu'il y a des marcheurs qui viennent d'autres formations politiques et qui sont déjà implantés. Et donc, on va dire, quand il y a des nouvelles candidatures de la République En Marche, là, effectivement, peut-être qu'il y a plus de difficultés. Mais globalement, la République En Marche va être implantée dans tous les territoires. Merci beaucoup, Xavier Iacovelli. Je rappelle que vous êtes candidat dans la ville de Suresnes pour des questions d'équité. On va regarder ensemble la liste des candidats qui sont déclarés à ce jour dans votre ville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, porte-parole du Parti communiste. Il est avec nous, mais d'abord, on va regarder un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission qui fait le bilan de la semaine au Parlement. Brigitte Boucher et Tan Tran My recevaient cette semaine Éric Coquerel, le député de la France Insoumise. Il est revenu sur la stratégie de son parti qui a déposé plus de 20 000 amendements en séance à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, dont l'examen commence aujourd'hui. On regarde. On va déposer plus de 20 000 amendements cette fois-ci. Alors on ne sera pas les seuls. Je pense que j'ai cru comprendre que le groupe communiste va aussi augmenter largement son quota pour pareillement essayer de freiner et d'éclairer l'opinion publique sur la nocivité de cette loi. Et en même temps, nous allons, dès le premier jour, avec le Parti communiste et le Parti socialiste, déposer une motion référendaire parce que ce que nous disons, c'est que soit c'est le retrait, et si le gouvernement, comme il le prétend,
a fait une loi qui est bonne pour tout le pays, facile à expliquer, soutenue. Et dans ce cas, sinon, c'est le référendum. Quand vous avez une situation bloquée de ce type, ça peut être aussi l'issue par le haut de revenir aux urnes. Deux responsables de la commission des finances de l'Assemblée, les députés La République En Marche, Laurent Saint-Martin et Émilie Cariou, ont écrit au Premier ministre pour lui demander des éclaircissements sur le financement de la réforme en termes de compensation ou de hausse de salaire pour les enseignants. Vous posez-vous les mêmes questions qu'eux? Ce sont devenus des alliés pour vous? Ils sont bien obligés à un moment donné de reconnaître eux-mêmes des problèmes dans la loi. Vous ne pensez pas qu'il y ait vraiment de l'électricité dans l'air dans la majorité? En tout cas, on n'a pas l'impression que ce sont des députés Playmobil. Ils ne sont pas sereins. Ils sont pas sereins. Vous ne croyez pas, Édouard Philippe, quand il dit tout cela est très sain, c'est un débat normal? On l'a vu, parce que dans les débats, vous savez, vous voyez, c'est-à-dire ils ont 4-5 piliers qui nous répondent, etc., qui essayent de défendre tant bien que mal cette loi, qui nous sortent d'ailleurs des perles. Monsieur Turquois, par exemple, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit à un moment donné? Il nous dit qu'ils font une loi pour permettre de bien vieillir au travail. Là, ça montre que c'est un changement, c'est une différence totale avec nous. Nous, on pense qu'on ne doit pas vieillir au travail. On pense que les gens ont le droit de vieillir en arrêtant de travailler. Et par contre, en s'adonnant à des loisirs, à des activités associatives, etc. Donc on voit bien que là, il y a deux logiques différentes. Il y a matière à recours devant le Conseil constitutionnel ou pas? Je pense que sur beaucoup des aspects de cette loi, oui, y compris l'autre scandale que nous avons dénoncé, que le Conseil d'État a dénoncé, 29 ordonnances, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de cette loi, et pas anodins, qui concernent à certains moments des dizaines de milliards d'euros qui, en réalité, ne seront connus qu'après et pas par le Parlement. Enfin, c'est une manière incroyable de nier une fois de plus le droit du Parlement à légiférer. Notre invité politique ce matin, c'est Yann Brossat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, adjoint à la maire de Paris, porte-parole du Parti communiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Nathalie Moret du groupe EBRA. Bonjour. Bonjour Nathalie. On commence bien sûr avec cette candidature d'Agnès Buzyn, désignée hier candidate de La République En Marche en remplacement de Benjamin Griveaux. C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour Anne Hidalgo. Vous savez, nous sommes très sereins. C'est une candidature qui est d'ailleurs un peu surprenante, puisque vendredi dernier, cette même Madame Buzyn avait expliqué qu'elle ne souhaitait pas être candidate à la mairie de Paris. Et puis 2 jours après, elle dit qu'elle en a très envie. C'est surprenant parce qu'elle était très accaparée par un certain nombre de sujets importants. Je pense à la question de l'épidémie de coronavirus, à la crise de l'hôpital public, aux retraites qui vont passer à l'Assemblée nationale. Et voilà que Madame Buzyn s'improvise candidate à la mairie de Paris. Je ne pense pas qu'on s'improvise candidat à la mairie de Paris à 1 mois du premier tour des élections municipales. Vous avez tous les mêmes éléments de langage concernant la candidature d'Agnès Buzyn. Est-ce que quand même ça signifie qu'elle vous fait peur électoralement? Est-ce que Agnès Buzyn, beaucoup plus rassembleuse que Benjamin Griveaux, est-ce qu'elle vous fait peur? D'abord, qu'elle soit plus rassembleuse que Benjamin Griveaux, ça reste à prouver, puisque je vois par exemple que M. Villani reste candidat au premier tour de ces élections municipales. Donc cela signifie que, pas plus que Benjamin Griveaux, elle ne parvient à rassembler le camp macroniste. Elle a un profil social et bourgeois. Vous savez, elle a un bilan, Madame Buzyn. Elle a un bilan. 4000 lits d'hôpitaux supprimés rien qu'en 2018. Une grève dans les hôpitaux qui dure depuis quasiment 1 an. Vous vous rendez compte que le premier tour de l'élection municipale coïncidera avec l'anniversaire des 1 an du mouvement social dans l'hôpital public, qui a d'ailleurs commencé à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Donc autant vous dire... Mais vous parlez d'un bilan de ministre, Yann Brossat, en quoi ça en ferait une mauvaise maire de Paris? Quand on est candidat à la mairie de Paris, il faudrait peut-être déjà avoir rendu quelques services aux Parisiens. Quel service Madame Buzyn a-t-elle rendu aux Parisiens? Avoir mis nos hôpitaux en grève. À part cela, je ne vois pas bien de quoi elle peut s'enorgueillir. Bon, en l'occurrence, elle est candidate à la mairie de Paris, mais je vais vous dire, le fond de l'affaire, c'est que j'attends avec impatience de savoir quel est son projet pour Paris. Par exemple, Monsieur Griveaux, dont elle prend d'une certaine manière la succession, a proposé de déménager la gare de l'Est. Que pense Madame Buzyn du déménagement de la gare de l'Est? Par ailleurs, elle est candidate à Paris. Vous savez que le mode de scrutin à Paris, c'est un mode de scrutin par arrondissement. Dans quel arrondissement sera-t-elle candidate? Le sait-elle d'ailleurs elle-même? Ça fait quand même beaucoup de questions à 1 mois de l'élection municipale. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, avec Anne Hidalgo, nous avons déposé nos listes, nous sommes prêts. Nous avons présenté notre projet. Anne Hidalgo présentera des propositions sur le handicap aujourd'hui, demain sur le Grand Paris. Ça fait quand même un contraste. Justement, en mettant l'accent sur son bilan de ministre, est-ce que vous tentez de nationaliser la campagne? Vous savez, ça n'est pas nous qui nationalisons le scrutin. C'est La République En Marche. Et vous tentez de faire un vote sanction? Est-ce que c'est une tentation chez vous? Et alors là, je vous le dis très franchement, je ne pense pas
que l'élection municipale doivent être nationalisées. L'élection municipale est une élection en tant que telle. On choisit des équipes locales pour diriger des communes et c'est suffisamment important pour qu'on n'aille pas faire autre chose de ce scrutin-là. Donc pas du tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est que comme elle n'a rien fait pour Paris, comme elle n'est pas élue locale, il faut bien qu'on se reporte sur quelque chose. Et en l'occurrence, ce qu'elle a fait, ce pourquoi on la connaît, c'est son bilan de ministre. Et on a quand même le droit de regarder ce qu'elle a fait. Par ailleurs, il y a quand même un élément qu'on doit relever, c'est que La République En Marche aurait pu choisir un élu parisien pour tirer sa liste. Ils n'ont pas fait ce choix-là, parce qu'ils ont considéré... Elle est parisienne. Oui, mais enfin, ils ont considéré que parmi leurs élus parisiens, personne ne faisait l'affaire. Et ils sont allés chercher Mme Buzyn, qui, de fait, était ministre. Donc c'est eux qui, d'une certaine manière, nationalisent ce scrutin. Est-ce que du coup, ça devient un vote anti-Macron, cette campagne à Paris? Non, je ne pense pas qu'il faille instrumentaliser la campagne municipale. En revanche, ce qui est vrai... Mais vous allez l'attaquer uniquement sur les hôpitaux, uniquement sur son bilan de ministre. Est-ce que du coup, ça en fait un vote anti-gouvernement? De quoi voulez-vous que je parle à son propos, dès lors qu'elle n'a pas encore présenté son projet, son équipe? J'ai hâte qu'elle présente son projet. J'ai hâte qu'elle nous explique comment elle compte déménager la gare de l'Est pour faire suite à la proposition de M. Griveaux. J'ai hâte qu'elle nous explique comment elle va financer les chèques de 100 000 € que M. Griveaux avait l'intention de proposer à n'importe quelle personne qui souhaite devenir propriétaire à Paris. Elle est quand même, d'une certaine manière, responsable aussi du projet qu'avait présenté M. Griveaux, puisqu'elle a dit qu'elle allait le poursuivre. Anne Hidalgo s'était installée dans un duel avec Rachida Dati. Est-ce que finalement la candidature d'Agnès Buzyn va changer votre façon de faire campagne et votre stratégie ? Nous, d'abord, notre stratégie, nous ne la définissons pas par rapport à une ou un autre candidat. Nous la définissons par rapport aux Parisiens et aux priorités qui nous semblent être celles des Parisiens. En revanche, ce sont les Parisiens qui ont installé ce duel entre Mme Hidalgo et Mme Dati. Pourquoi ? Parce qu'elles proposent deux voies très différentes pour Paris. Une de gauche, une de droite, finalement ? Oui, pour ce qui concerne Anne Hidalgo, en tout cas, c'est la lutte contre la pollution, l'écologie, la diminution de la place de la voiture et la justice sociale. Et puis pour ce qui est de Mme Dati, c'est l'inverse d'une certaine manière. C'est le retour au Paris d'avant 2001. Et donc la question que les Parisiens se posent, c'est est-ce qu'on continue cette dynamique avec Anne Hidalgo ou est-ce qu'on revient en arrière, on revient aux années Chirac et Tibéri, dont certains sont peut-être nostalgiques. Donc, au fond, il y a ces deux voies-là qui se présentent aux Parisiens de manière très claire. Et on ne savait pas bien comment M. Griveaux, comment La République En Marche s'inscrivait par rapport à ces deux projets très différents. Est-ce que Mme Buzyn y arrivera ? J'ai comme l'esquisse d'un doute, mais enfin, on verra. Mais est-ce que ce duel, il ne vous arrangeait pas, vous ? Dans l'équipe d'Anne Hidalgo. Il ne s'agit pas de dire s'il nous arrangeait ou pas. En tout cas, nous proposons une voie claire. Nous ne tergiversons pas. Nous continuerons à faire du logement social. Nous continuerons à encadrer les loyers. Nous continuerons à diminuer la place de la voiture à Paris parce que c'est un enjeu de lutte contre la pollution absolument essentiel. Il faut continuer sur cette dynamique-là. Après, c'est aux autres de dire ce qu'ils comptent faire. Mais enfin, pour ce qui concerne Mme Buzyn, on ne sait pas encore. Un mot sur cette affaire, Benjamin Griveaux, qui a donc été obligé de se retirer de la course à la mairie de Paris. Est-ce que, pour vous, ce qu'il s'est passé, ça peut changer la campagne et au-delà, ça peut changer la vie politique ? En tout cas, moi, je souhaite surtout qu'on tourne cette page. Et je pense que la politique, ça ne devrait pas être ça. Quand on s'engage en politique, quel que soit d'ailleurs son bord, c'est parce qu'on a des convictions, des idées, des projets, des programmes qu'on a envie de défendre. Or là, en l'occurrence, on s'est retrouvés les uns et les autres à commenter une affaire qui aurait dû rester dans la sphère privée. Mais pour vous, c'est juste une affaire, ça ne laissera pas de traces dans la vie politique. C'est une page qu'on peut tourner. Je souhaite que ça engendre un sursaut et qu'on redonne un peu de dignité et de lettres de noblesse à la politique, qu'on confronte des idées, des programmes, mais qu'on n'attaque pas en dessous de la ceinture avec des vidéos qui n'auraient jamais dû se retrouver sur la place publique. Donc moi, je souhaite surtout qu'il y ait une forme de prise de conscience et qu'on s'en tienne à ça. Paris en commun, le nom sous lequel Anne Hidalgo fait campagne, a fait un communiqué, mais plutôt sobre. Est-ce que, clairement, vous dites que vous soutenez Benjamin Griveaux dans cette épreuve ? En tout cas, nous condamnons avec la plus grande fermeté la publicité qui a été donnée à ces vidéos. Ça n'est pas comme ça qu'on doit vivre la vie politique. Et puis, bien sûr que j'ai une pensée pour lui et pour sa famille dans cette épreuve. C'est bien naturel. Concrètement, sur la campagne parisienne, quels sont les arrondissements ? On rappelle qu'il y en a 17. Quels sont les arrondissements que vous voulez, que vous comptez conquérir ? D'abord, il faut garder ce que nous détenons aujourd'hui pour pouvoir s'assurer la victoire, y compris
le nouvel arrondissement, le nouveau secteur Central. qui regroupe les 4 premiers arrondissements de Paris. Et là-dessus, vous êtes confiant? Vous pensez pouvoir garder vos mairies? Nous sommes absolument confiants, tout à fait. Et puis, la cerise sur le gâteau, ce serait évidemment de conquérir de nouveaux arrondissements. Je pense en particulier au 5e avec Marie-Christine Lemardelais et le 9e avec Arnaud Ngacha, qui sont des objectifs de conquête qui me paraissent tout à fait à portée de main. Qui sont les 2 arrondissements où les maires, les Républicains, sont passés du côté de Benjamin Griveaux et de La République En Marche? C'est exactement cela. Je vois que ça ne vous a pas échappé. Et donc, vous pensez que c'est là où vous pouvez avoir vos voix? Et je pense que nous avons la possibilité de gagner. Le 9e a d'ailleurs été à gauche entre 2001 et 2014, et c'est un objectif de victoire pour nous. Les alliances pour le second tour seront donc déterminantes. Actuellement, vous gérez la mairie de Paris en relation avec les écologistes qui sont très hauts dans les sondages. C'est David Béliard qui tire la liste pour Paris. Où en êtes-vous des tractations avec lui? Comment ça se passe en ce moment? Nous présentons des listes distinctes au premier tour. Ça a d'ailleurs nous a pas échappé. Ça a d'ailleurs toujours été le cas depuis 2001. Toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, mais ils ont rarement été aussi hauts dans les intentions de vote. Les Verts sont partis séparément au premier tour. Ils étaient hauts en 2001. Ils sont partis séparément au premier tour. Et puis, la tradition voulait que nous nous réunissions entre les 2 tours. Et d'ailleurs, nous dirigeons de fait cette ville. Les écologistes ont voté tous les budgets, y compris d'ailleurs le budget de l'année 2020. Donc, il n'y a pas de raison que ce système d'alliance change. Ça n'empêche pas que nous ayons un certain nombre de débats. Lorsque mes amis écologistes disent, par exemple, on ne va plus du tout construire à Paris, on ne construira plus de logements neufs, en qualifiant la construction de logements de bétonisation, je ne suis pas d'accord avec eux. Et je ne pense pas qu'il faille mettre Paris dans le formol. On ne peut pas dire d'un côté, on veut faire du logement social et dire dans le même temps, on ne va plus construire. Il va bien falloir qu'on les construise quelque part. Or, il y a encore quelques zones dans lesquelles on a la possibilité de le faire. Je crois que la ligne directrice défendu par Anne Hidalgo, et c'est peut-être ce qui la distingue des Verts, c'est que nous considérons que l'écologie et le social, l'écologie et la solidarité, ça doit aller ensemble. C'est pas l'un sans l'autre. Et donc oui, il faut des espaces verts, il faut aussi du logement social si on veut que Paris soit une ville accessible aux classes moyennes et aux familles modestes. Les deux. Mais du coup, c'est vrai que les écologistes et le Parti socialiste, en tout cas les listes d'Anne Hidalgo, se sont toujours rassemblés dans l'entre-deux tours. Est-ce que là, il se pourrait que ça ne soit pas le cas? On sent que les divergences sont plus nombreuses qu'à l'accoutumée. David Béliard dit qu'un accord ne va pas de soi. C'est une campagne électorale et il y a des propos qui sont parfois des propos de tribune. C'est bien naturel. Bon, il n'y a par ailleurs pas non plus une agressivité énorme. Ma conviction profonde, c'est que nous nous rassemblerons entre les 2 tours des élections municipales. J'en suis profondément convaincu. Et je ne vois pas ce qui ferait que, d'un coup, les Verts renonceraient à cette alliance qui a quand même permis de faire de grandes choses à Paris. On a diminué la pollution de 15% depuis 2014. On a diminué la circulation automobile de 17%. C'est notre bilan commun. Continuons ensemble. Il y a aussi un bilan plus ou moins négatif à Paris. On parle beaucoup de la propreté, du prix des logements, etc. Et Anne Hidalgo a une image plutôt populaire au niveau national, mais quand même assez clivante. Est-ce que ça, c'est un handicap pour faire campagne? Ça n'est pas un handicap pour faire campagne. J'étais sur les marchés hier et j'ai constaté au contraire qu'il y avait beaucoup d'adhésion à notre projet. Et puis Anne Hidalgo a aussi cette capacité à rassembler autour d'elle. On parlait des divisions de La République En Marche. Anne Hidalgo tire aujourd'hui une liste dans laquelle il y a des socialistes, des communistes, des personnalités de la société civile. Je pense à Audrey Pulvar, bien connue, à Éric Pliez, qui est président du SAMU social. Une belle équipe. Et je pense que c'est une équipe qui est à même de diriger Paris et de rassembler beaucoup de gens qui veulent que Paris continue à se transformer. On le dit, Paris, c'est une élection un peu particulière. Il y a des maires d'arrondissement qui sont élus les 15 et 22 mars. Puis derrière, il y a le Conseil de Paris qui élit le maire. Est-ce que vous redoutez un tout sauf Hidalgo lors de ce 3e tour? Du tout. Vous savez, moi, je crois au suffrage universel. Il y a quand même un mode de scrutin qui permet à la liste qui arrive en tête dans chaque arrondissement d'avoir une majorité très nette. Donc je suis convaincu que nous y arriverons. Mais par ailleurs... Et vous pensez qu'il n'y aura pas d'alliance entre les opposants à Anne Hidalgo vous avez lors raison de ce 3e tour? J'invite les électeurs de gauche, les électeurs qui considèrent que notre travail de transformation de Paris doit se poursuivre, à voter pour nous dès le 1er tour et à donner à Anne Hidalgo, à notre équipe, à Paris en commun, une majorité claire. C'est le plus sûr moyen d'assurer la victoire à cette élection municipale. Et vous n'excluez pas qu'il y ait une alliance entre certains élus de droite et des élus de La République En Marche pour faire battre Anne Hidalgo? Personne ne le comprendrait. Ce serait d'ailleurs une forme de déni de démocratie qui ne serait acceptée par personne. Donc faisons en sorte que nous ayons une majorité claire et ça résoudra le problème d'emblée. Un dernier mot peut-être sur votre programme? Vous êtes chargé du logement à Paris. C'est un des thèmes forts et des préoccupations des Parisiens.
Et il faut reconnaître que les promesses d'Anne Hidalgo de 2014 en matière de logement ont été tenues, en matière de création de logements, en matière de logements sociaux, mais vous n'évitez pas cette flambée des prix, cette hausse du prix de l'immobilier, cette hausse du prix du loyer qui fait qu'il est de plus en plus difficile pour les classes populaires et les classes moyennes de se loger à Paris. Comment vous faites pour lutter contre ça? D'abord, c'est vrai, parce que nous sommes confrontés à un problème qui est d'ailleurs propre à toutes les métropoles, mais qui est amplifié à Paris, parce qu'à Paris, nous avons une demande très importante qui est liée à l'attractivité de Paris et une offre qui est limitée, parce que Paris est une ville qui est relativement petite, dans laquelle on a très peu de foncier disponible pour construire du logement neuf. C'est vrai, et ça, nous ne pouvons pas nous abstraire de cette réalité-là. Qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons produit du logement social. Savez-vous qu'un Parisien sur 4 vit en logement social? Et s'il y a encore des caissières, des assistantes maternelles, des policiers, des infirmiers qui peuvent vivre à Paris, c'est parce que nous avons du logement social et parce qu'il y a 550 000 personnes qui, du même coup, à Paris, échappent à la spéculation immobilière. Maintenant, comment faire pour aller plus loin? D'abord, appliquer l'encadrement des loyers. Nous avons, vous le savez, remis en place l'encadrement des loyers. Il faut faire en sorte qu'il soit mieux appliqué. Nous avons d'ailleurs proposé, dans le cadre de cette campagne, qu'on puisse mettre en place un service d'accompagnement des locataires pour que, lorsqu'un locataire est confronté à un loyer abusif, il puisse avoir des interlocuteurs et que son loyer puisse être raboté et que l'encadrement soit respecté pour éviter un certain nombre d'abus. Puis nous avons aussi proposé de créer une foncière qui sera chargée de produire du logement 20% en dessous du prix du marché, du logement intermédiaire, du logement à destination des classes moyennes, avec le secteur privé également. Et je suis convaincu que c'est une mesure qui nous permettra d'avancer. Un mot sur la réforme des retraites qui arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale. 41 000 amendements sont déposés, la majorité par la France Insoumise qui revendique son obstruction parlementaire. Énormément, plusieurs milliers aussi ont été déposés par vos collègues communistes. Vous aussi, camarades communistes. Vous aussi, vous revendiquez une certaine forme d'obstruction parlementaire. En tout cas, nous revendiquons de faire notre travail de parlementaire. Et nous revendiquons le fait de porter à l'Assemblée nationale, comme nous le ferons d'ailleurs au Sénat, la voix de celles et ceux qui se mobilisent, qui sont majoritaires dans l'opinion et qui ne sont pas écoutés aujourd'hui par le gouvernement ou par la majorité parlementaire. Nous faisons entendre la voix de ceux qui en ont ras-le-bol de ce gouvernement qui met en place une politique injuste et une réforme qui se traduira par une dégradation des conditions de vie des retraités. Est-ce que l'obstruction parlementaire est la meilleure façon d'avoir un débat de fond? Ça n'est pas de l'obstruction, c'est une manière de faire notre 12 000, c'est une manière de faire notre travail. Et après tout, quand même, ce gouvernement se fiche du mouvement social. Ce gouvernement se fiche des corps intermédiaires. Même Laurent Berger dit qu'il n'est pas satisfait de la manière dont la discussion se passe. Que le gouvernement ne s'étonne pas du fait que les parlementaires de l'opposition fassent entendre la voix de ceux qui se manifestent depuis des mois et ne sont pas entendus, et de ceux qui sont majoritaires dans l'opinion. Il y a encore aujourd'hui une majorité de Français qui n'est pas favorable à cette réforme des retraites. Donc qu'on puisse le dire à l'Assemblée nationale et se défendre avec nos armes de parlementaires, c'est parfaitement légitime. C'est un bon moyen de le dire. On a vu en commission, finalement, aucun amendement n'a été retenu puisque la commission n'a pas pu aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? C'est en tout cas le seul moyen de faire en sorte qu'on parle de ce débat et qu'on évite d'avoir un débat à la va-vite qui ne tient pas compte de ce mouvement social. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre un débat à la va-vite et un débat avec 41 000 amendements? Je crois que nous faisons exactement ce qu'il faut faire. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est que le gouvernement violente l'opinion publique, brutalise la grande majorité de Français qui n'est pas favorable à cette réforme et au fond passe en force. Parce que c'est le gouvernement qui passe en force en n'entendant pas ce qui se passe dans la rue. Vous redoutez l'application du 49.3 qui, je le rappelle, permet au gouvernement de faire adopter ce projet de loi sans vote? Ce serait parfaitement scandaleux. Enfin, il n'y a pas d'urgence à faire passer ce texte. Il y a besoin d'un vrai débat sur une réforme qui, après tout, est une réforme qui concerne notre modèle social et l'avenir de notre pays pour les décennies à venir. Donc prenons le temps du débat, respectons le débat démocratique qui doit avoir lieu sur un sujet comme celui-là. Mais ça veut dire quoi? Qu'on commence le débat aujourd'hui et qu'on le continue sur plus de 2 semaines? Qu'on fait une pause pendant les municipales et qu'on le reprend après? Et alors? Et quel mal y aurait-il à prendre quelques semaines pour débattre d'un sujet qui nous engage sur des décennies? Ça me paraîtrait parfaitement naturel et je pense que les Français le comprendraient très bien. Ça fait des mois que les partenaires sociaux sont en discussion. Et ça fait des mois que le gouvernement n'écoute personne. Donc si on doit tirer une conclusion de tout cela, c'est que soit le gouvernement écoute un peu ce qui se dit,
soit le gouvernement s'enferre avec cette réforme et il sera de toute façon condamné soit à retirer, soit à aller vers le référendum. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui que la seule voie raisonnable, c'est le référendum. C'est de demander aux Français ce qu'ils pensent de ce sujet-là. Les retraites, c'est un des piliers de notre modèle social. Donc, donnons la parole aux Français. Permettons-leur de s'exprimer sur une question aussi centrale que celle-là. Aujourd'hui, il y avait un appel à un lundi noir, notamment dans les transports parisiens. Si on en croit les prévisions de trafic, ça ne marche pas. Les prévisions de trafic sont quasi normales. Est-ce que la mobilisation dans la rue, sur le terrain, elle est en train de s'essouffler ? D'abord, ça n'est pas facile de faire grève pendant une période aussi longue. La grève, elle a commencé le 5 décembre dernier. Et donc, par conséquent, ce que vous dites n'est pas surprenant. Cela dit, ce que je note, c'est que la mobilisation se poursuit et qu'il y a encore une majorité de l'opinion publique qui rejette cette réforme. Et donc, si le gouvernement pense que la contestation sociale est derrière lui, s'il pense s'être débarrassé du problème, il se trompe, il se met le doigt dans l'œil. Et je pense que de toute façon, quand on passe en force sur une question aussi importante que celle-là, on finit par le payer, maintenant ou demain, mais en tout cas, le gouvernement finira par payer son attitude sur cette réforme. Mais est-ce que pour vous, il faut trouver d'autres modes de contestation que la grève qui, on le voit, ne marche plus ? De fait, c'est le cas d'ailleurs. Il y a aujourd'hui d'autres formes de mobilisation qui se mettent en place. Il y a un débat qui aura lieu maintenant au Parlement, et après tout, c'est bien naturel. Mais en tout cas, la contestation, donc il faut passer de la rue au Parlement. En tout cas, la contestation, elle demeure. Non, mais moi, je conçois tout à fait qu'il y ait encore des mobilisations et je suis convaincu que le débat parlementaire sera d'autant plus intéressant qu'il sera nourri par ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est un sujet dont on vous parle quand vous êtes en campagne dans le 18e ? On me parle des retraites, on me parle surtout, pour être franc, de la campagne municipale. Après, ce qui est sûr, sans vouloir une fois de plus nationaliser le scrutin, c'est que dans un moment où le gouvernement mène une politique très dure, très antisociale, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est quelles équipes municipales on veut à l'échelle locale. Donc il y a une tentation de nationalisation. Non, mais est-ce qu'à l'échelle locale, on n'a pas intérêt justement à avoir des équipes municipales qui mettent en place des politiques de solidarité, qui créent des centres de santé pour permettre l'égal accès aux soins de tous, qui mettent en place des politiques périscolaires, qui permettent de faire réussir nos mômes. C'est cette question très concrète là qu'il faut, je crois, se poser aujourd'hui. Allez, on va terminer avec un dernier sujet. Emmanuel Macron qui est à Mulhouse demain pour parler lutte contre le communautarisme. Qu'est-ce que vous attendez du discours du président de la République ? Qu'est-ce que vous attendez comme mesure ? Peut-être qu'il apaise ce débat qui est devenu incandescent. Moi ma conviction, c'est que si on veut lutter contre le communautarisme, que le meilleur moyen de lutter contre le communautarisme, ce n'est pas d'interdire en permanence, c'est d'inclure. Et pour inclure l'ensemble de la population, notamment les plus fragiles, ceux qui parfois se laissent séduire par des dérives identitaires, c'est le service public. Et c'est de faire en sorte que, notamment dans nos quartiers populaires, on ait le retour de l'État et le retour du service public qui est le plus sûr moyen d'inclure tout le monde dans notre société. Faire ce discours à un mois des municipales, est-ce que c'est le bon calendrier ? Vous parlez d'hystérisation, est-ce que c'est le bon calendrier ? En tout cas, non. Enfin, je pense qu'en l'occurrence, il y a une forme de tentation du président de la République de détourner le débat et d'éviter de parler de la question sociale, de faire en sorte que d'autres thématiques montent dans la société française. C'est une vieille technique. Nicolas Sarkozy faisait d'ailleurs exactement la même chose. Donc non, je pense que ça n'était pas l'heure de le faire. Enfin, c'est une tactique politique. Un dernier mot, puisque dans le journal du dimanche, Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs républicains, a présenté un plan de lutte contre l'islam radical. Il dit notamment qu'il y a des élus complices des islamistes et il demande une mise sous tutelle républicaine d'une collectivité par le préfet lorsqu'on constate des manquements graves de la part des élus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sont des attaques qui me paraissent très curieuses, ou alors il justifie ce qu'il dit. Je note d'ailleurs qu'il ne cite pas de collectivité, de peur sans doute d'une attaque en diffamation qui ne tarderait pas à venir. Une mise sous tutelle d'une collectivité, enfin de quoi on parle ? Dans notre pays, les élus municipaux, ils sont élus par les électeurs à l'occasion des élections municipales. Ça s'appelle la démocratie et ça doit continuer à fonctionner comme ça. Merci beaucoup. Merci Yann Brossat d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nathalie Moret. Demain, Yann Brossat, à votre place, c'est le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Et on passe tout de suite au club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le
Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr de la campagne des municipales à Paris, bouleversée à un mois du premier tour. La République en marche a une nouvelle candidate en la personne d'Agnès Buzyn, déjà sous le feu des critiques de ses opposants. Quelles conséquences de sa candidature pour les autres candidats? Va-t-elle éviter à la République en marche une défaite annoncée il y a encore quelques jours? On va en débattre. Et puis nous ferons également un point sur la campagne municipale à Rouen. Nous serons en direct avec Thierry Rabillet de Paris-Normandie. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. On poursuit notre tour de France des municipales. On débute demain à Montpellier où se trouve déjà Quentin Calmet qui vous dit tout sur ce qu'il vous attend cette semaine. Suspense, rebondissement dans la campagne, ici aussi et en particulier dans les grandes villes. Difficile de savoir ce qui va se passer dans un mois à l'issue du premier tour des municipales. Première étape de notre série de reportages ici à Montpellier où la campagne peine à prendre son rythme de croisière et pour cause, le maire sortant Philippe Sorel n'a toujours pas annoncé s'il se représentait. Une campagne insolite aussi car il se joue une guerre des 10%, car ils sont 7 à prétendre pouvoir se qualifier pour le second tour de l'élection. Les écologistes ont un temps été donnés en première position dans les sondages, mais un conflit interne a provoqué un changement de tête de liste. Deuxième étape dans notre série de reportages, nous irons à Trèbes pour prendre le pouls de la campagne dans cette ville touchée par un attentat et par d'importantes inondations en 2018. La politique a-t-elle repris ses droits? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans ce reportage diffusé mercredi. Enfin, troisième étape de nos reportages à Perpignan, où là aussi le scrutin est marqué par l'incertitude. Parmi les candidats les mieux placés, il y a Louis Alliot, soutenu par le Rassemblement national. Il fait la course en tête dans les sondages, loin devant le maire sortant Jean-Marc Pujol. Et c'est ce que nous verrons donc dans notre reportage qui sera diffusé jeudi. Et voilà, et tous ces reportages de Quentin Calmet et Jonathan Dupriez seront donc à suivre toute cette semaine dans Bonjour chez vous. On va débuter le débat de ce club. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Bonjour Guillaume Doyen. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Et rebonjour Alex Poussard. On va bien sûr commencer par la campagne à Paris et Agnès Buzyn, qui est donc la nouvelle candidate de la République en marche à la mairie de Paris. Et tout est allé très vite. Hier soir, investiture officielle du parti, démission du gouvernement, lancement de sa campagne. On regarde le récit de ces dernières heures avec Béatrice Finzan. C'est le nouveau visage de cette campagne parisienne. Depuis dimanche, Agnès Buzyn est la tête de liste de la République en marche, à seulement 4 semaines des élections municipales. J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, avec calme, avec détermination. Déterminée, l'ancienne ministre de la Santé dépose le soir même sa démission au Premier ministre. Déterminé, le chef de file des marcheurs l'est aussi et se réjouit de ce choix. Nous avons collectivement décidé de dire qu'aucune histoire n'était écrite à l'avance, surtout pas à la place des Parisiennes et des Parisiens. Et je suis très fier d'être à côté de celle qui sera notre candidate pour écrire une nouvelle page de l'histoire de Paris, une nouvelle page dans cette campagne. Ils auront mis tout le week-end pour trouver, et c'est Emmanuel Macron qui l'aura finalement convaincu. Un sauvetage de dernière minute pour ses opposants. Le président a fait un choix dont les motivations paraissent étranges. Il choisit quelqu'un pour nous montrer à quel point il n'en a rien à faire de ce que disent les gens. Dans l'hôpital public, nous en sommes à 11 mois de grève. Il choisit la femme qui est responsable de ça pour la mettre en scène et en valeur. Autre réaction, un brin ironique, alors que la campagne des municipales est presque terminée. Je lui souhaite bienvenue et bon courage pour les 4 semaines que va durer cette campagne. Et nous aurons l'occasion de confronter, discuter de projets. Pour ma part, comme vous le savez, cela fait bien des mois que ma campagne se déroule, que mon projet se construit.
Sur Twitter, le directeur de campagne d'Anne Hidalgo critique vivement cette candidature. À droite, Rachida Dati poursuit sa campagne en première opposante à l'actuel maire de Paris. Un plan B, comme Buzyn, mais surtout une femme et un poids lourd du parti LREM. Le choix de l'ancienne ministre de la Santé pour Paris révèle bien l'importance de la capitale aux yeux des marcheurs dans cette campagne municipale bien agitée. Arnaud Benedetti, est-ce que c'est désormais une nouvelle campagne qui débute à Paris ou est-ce que c'est un changement d'une tête de liste par une autre tête de liste ? Oui, c'est une nouvelle campagne, en effet, mais enfin, ceci dit, si vous voulez, elle a un avantage par rapport à Griveaux, c'est qu'en apparence, elle est moins clivante que Griveaux. Quoique, il faudra le démontrer sur le terrain, et elle a été clivante aussi parfois, notamment dans sa gestion du dossier de l'hôpital. Par contre, elle a quand même de très lourds handicaps. Le premier handicap, c'est d'abord la condition de sa sortie du gouvernement, que ses opposants n'hésitent pas à mettre en exergue pour la critiquer. Il y a 48 heures, elle a annoncé qu'elle ne serait pas candidate compte tenu de la lourdeur des dossiers qu'elle avait à gérer et il y a eu un retournement d'une certaine manière en un week-end qui en effet peut poser question. Le deuxième sujet, et à mon avis c'est peut-être le sujet le plus compliqué pour elle, si vous voulez, Agnès Buzyn, c'est un ministre technicien. Il va falloir qu'elle se transforme en animal politique, en animal de campagne, qu'elle fasse preuve de qualités qui sont tout à fait différentes de celles d'un ministre qui a été nommé pour ses compétences techniques. Donc il faut qu'elle opère une mue qui va être une mue qui doit s'opérer très rapidement, c'est-à-dire en un mois. Et le troisième sujet, c'est que Paris, c'est des problématiques locales. Donc, il faut qu'elle s'acculture à ces problématiques locales. Elle n'est pas spécialiste de ce type d'enjeu. Donc, il y a là, je pense, quelques contraintes qui sont très fortes, qui pèsent sur sa candidature. Il y en a une quatrième. C'est que forcément, sortant du gouvernement, le scrutin va être encore plus nationalisé qu'il ne l'était. Et ça, déjà, ses opposants n'ont pas manqué, d'une certaine façon, de tirer feu à volonté sur sa candidature. Est-ce que, du coup, c'est un gros coup en termes d'affichage, mais sur le fond de la campagne, c'est plus compliqué d'avoir choisi Agnès Buzyn ? Oui, c'est plus compliqué. Elle a des avantages, elle a des atouts à faire valoir, évidemment. Son image de sa notoriété, son image de sérieux, évidemment, ce sont d'incontestables avantages, surtout après la séquence que La République En Marche vient de traverser, avec la candidature de Benjamin Griveaux, la manière dont elle s'est terminée. Donc ça, ce sont incontestablement des avantages. Par contre, je trouve qu'il y a une narration difficile quand même dans laquelle elle doit s'inscrire. La première, c'est effectivement la question du temps. On dit elle a un mois, elle n'a pas vraiment un mois, c'est-à-dire que dans un mois, le premier tour sera déjà passé. Donc en fait, je dirais que moi, elle a 10 jours, peut-être 15 jours grand maximum pour faire campagne, c'est-à-dire notamment afficher des propositions. C'est quand même l'élection du maire de Paris. Il semblerait qu'elle veuille reprendre une partie du programme de Benjamin Griveaux. Donc il faut que ça soit en marche, je dirais très 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 accéléré maintenant, de faire des propositions. Donc déjà, il y a une narration qui est quand même un peu compliquée d'arriver à la dernière minute, dans la dernière ligne droite d'une campagne. Et par ailleurs, je dirais qu'il y a une autre difficulté qui est effectivement cette difficulté de se saisir de problématiques qui sont celles des Parisiens et des Parisiennes. On voit tout de suite que la campagne va s'engager plutôt effectivement dans une direction de nationalisation. Et au fond, ce que La République En Marche a essayé de créer avec l'annonce de la candidature d'Agnès Buzyn, c'est une véritable nationalisation de cette élection municipale en disant elle n'aura pas le temps de faire des propositions fortes qui concernent vraiment directement Paris. Donc il va s'agir de relancer ou de réactiver l'idée qu'il faut soutenir le gouvernement, il faut soutenir la démarche d'En Marche à travers cette élection municipale. Donc ça n'est pas gagné, c'est compliqué, ça peut avoir un effet dans une partie, un effet d'électrochoc dans une partie de l'électorat qui s'était porté potentiellement sur Benjamin Griveaux, mais c'est quand même compliqué. Il y a déjà certains électeurs qui ont choisi leur candidat. On a vu que des électeurs qui venaient du centre droit avaient rebifurqué vers Rachida Dati. Ça ne va pas être simple pour Agnès Buzyn. Et ceux-là, ils ne peuvent pas rebifurquer à nouveau, sachant que maintenant c'est Agnès Buzyn. Voilà, ça ne va pas être complètement simple. Il faut sans doute leur faire des propositions. Ça ne peut pas être simplement, voilà, je suis ancien membre du gouvernement, donc forcément je suis crédible. Non, il faut des propositions qui parlent de Paris. Guillaume. Oui, la stratégie est totalement incompréhensible. On peut retenir qu'elle a
qu'ils ont préféré placer Madame Buzyn parce qu'elle est moins clivante pour son esprit de sérieux, tandis que Griveaux ne passait absolument pas et que ses propositions étaient ahurissantes. Maintenant, elle va peut-être reprendre certaines de ses propositions. Est-ce qu'elle va oublier cette histoire de déplacer la gare de l'Est ou de donner 100 000 € pour l'achat d'un appartement aux couples qui ont des moyens, disons, ceux de la classe moyenne, probablement. Mais il lui reste quoi, une semaine? Probablement, ça veut dire qu'elle n'est pas coincée par le programme de Benjamin Griveaux pour vous? Non, elle n'est pas coincée par ce programme dont on a vu qu'il ne tenait pas du tout la route, ni à gauche, ni à droite, et qu'il était d'une certaine façon un emblème un peu ridicule de la candidature de Griveaux. Donc elle a une semaine pour trouver à la fois un style et un programme avec une cohérence. Un arrondissement dans lequel s'implanter aussi. Un arrondissement, et tout ça en ayant en fait des adversaires qui couvrent assez largement le spectre politique. Donc il faut se trouver aussi une originalité dans sa campagne. Et ça, c'est une grande difficulté, parce que tout le monde se bat à peu près sur le même terrain, quoi qu'on en dise. Pardon. Oui, c'est vrai. Le problème de la campagne de Griveaux, outre la personnalité de Griveaux et l'image de Griveaux, c'était aussi son programme. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait des produits politiques qui étaient assez bien identifiés sur l'ensemble du spectre. Madame Hidalgo, elle défendait son bilan. Les Verts et Villani s'engagent dans cette coalition climat. Et Madame Dati, finalement, mettait principalement l'accent sur les questions de sécurité, de propreté, de gestion de proximité. Donc tout ça était assez clairement identifié. Griveaux, c'est plus compliqué. Il n'y a pas une marque politiques qui permettent véritablement, à un moment donné, de le différencier des autres. Et Agnès Buzyn, elle est finalement aujourd'hui confrontée au même problème que celui de Benjamin Griveaux, mais en plus, en effet, comme vous le rappelez, c'est qu'il va falloir qu'elle se positionne par rapport à des propositions qui ont été faites par Benjamin Griveaux, avalisées quand même par son équipe de campagne, et si, d'une certaine manière, elle décide de s'extraire de ces, disons, propositions, quelque part, il ressortira une image, disons, de flottement et peut-être un peu de manque de sérieux dans la façon dont on a préparé cette campagne. Donc, en effet, là aussi, la question du programme est une question qui va quand même peser lourd et qui va mettre en lumière inévitablement les contradictions de l'offre politique de La République En Marche. Et je rajouterai un dernier point, c'est que finalement, une dynamique spontanée aurait pu naître si Cédric Villani quasiment s'était, disons, rallié à la candidature d'Agnès Buzyn. Cédric Villani a répondu clairement qu'il maintenait sa candidature et qu'il continuait son sillon. Oui, peut-être pas si rassembleuse que ça, finalement. Non, mais ce qui est compliqué, effectivement, le problème de fond, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'élection municipale. Donc, il va falloir, effectivement, en une semaine, 10 jours grand maximum, faire des propositions en expliquant quels sont les acteurs de ces propositions, quels sont leurs calendriers, quels sont leurs financements, quelles sont leurs logiques. En 8-10 jours, ça paraît quand même très compliqué. Donc on voit que l'exercice est totalement impossible. Donc c'est pas ça. Elle va essayer de jouer cette campagne municipale plutôt sur l'image ancien membre du gouvernement, soutenu directement par Emmanuel Macron. Et ils essayent à fond de jouer l'idée de retrouver dans cette élection municipale les bons résultats de La République En Marche. Est-ce que ça peut marcher au moment où il y a un rejet de la réforme des retraites, au moment où il y a un rejet de la politique Macron? Est-ce que c'est la bonne carte? On n'est plus dans les résultats de 2017, on n'est plus non plus dans les résultats des européennes de 2019. Il y a beaucoup de temps à passer. Et par ailleurs, c'est une élection par arrondissement. On ne peut pas décalquer simplement les logiques de la présidentielle et des européennes. Élection à circonscription unique par rapport à une élection municipale avec des arrondissements. Donc ça paraît quand même très compliqué. Effectivement, un risque éventuel, si jamais cette candidature ne décollait pas, un risque éventuel assez important pour Emmanuel Macron de s'être directement impliqué dans le choix. Oui, puis avec un petit point d'histoire électorale sur les municipales à Paris, tous les candidats qui ont été estampillés et ou poussés par l'Élysée ont toujours échoué. Qu'il s'agisse de Michel Dornano en 1977, qu'il s'agisse de Paul Quilès, qu'il s'agisse de Jox, qu'il s'agisse de Seguin. C'est extrêmement difficile pour un candidat à Paris de partir au combat avec, disons, le soutien de l'Élysée, parce que tout simplement, il y a aussi une forme, j'allais dire, d'émancipation du corps électoral parisien par rapport au pouvoir et par rapport à l'État. Il y a une dimension éventuellement qui peut peut-être jouer en sa faveur éventuellement, qui est ce qu'elle va être perçue par à la fois les électeurs potentiels de La République En Marche et peut-être certaines franges des autres électorats comme la candidate la plus à même d'arracher la mairie à Anne Hidalgo. Je pense que ça va être quand même un des angles de sa campagne, d'arriver à provoquer ce réflexe ou de créer chez les électeurs ce sentiment, mais là non plus rien n'est
Rien n'est évident. Et ce sentiment, en tout cas, c'est Rachida Dati qui a essayé de jouer sur cette carte, de première opposante à Anne Hidalgo, de celle qui pouvait incarner l'alternance. Est-ce que du coup, ça va avoir une conséquence sur la campagne des autres candidats, et notamment sur celle de Rachida Dati? Est-ce que du coup, cette carte, elle ne peut plus la jouer, Rachida Dati? Alors, Rachida Dati est la grande gagnante de cette affaire Griveaux-Buzyn. Je pense dans cette confusion, une partie du centre droit qui était prêt à voter LREM va se reporter sur Rachida Dati. En effet, le contexte ne permet pas de rattraper ces électeurs-là qui sont déboussolés et qui n'ont même plus sous les yeux aujourd'hui un programme qui leur permet de se déterminer. Vous êtes d'accord, non? Oui, Rachida Dati, pour l'instant, a réussi, disons, à reconstruire une partie de la droite à Paris, ce qui n'était loin d'être gagné. Et donc, elle a cristallisé à nouveau un électorat qui aurait pu, en effet, se porter sur Benjamin Griveaux, qui d'ailleurs, initialement, dans les premières enquêtes d'opinion, se portait vers Benjamin Griveaux et qui est revenu au bercail dans la vieille maison, si je puis dire, républicaine. Donc, là-dessus, je pense que la candidature de Buzyn handicape moins Rachida Dati, qu'elle peut éventuellement handicaper Anne Hidalgo, parce que Agnès Buzyn a un profil peut-être plus social, plus à gauche, mais encore une fois, les électorats sont actuellement en train de se cristalliser et on voit que finalement il y a assez peu de jeu, disons, dans le rapport de force aujourd'hui. Donc soit elle arrive à créer un électrochoc très rapidement, mais si manifestement ça n'arrive pas assez vite dans les études d'opinion qu'on va très vite voir arriver, ça sera extrêmement compliqué. Bruno, ça profite à Rachida Dati. C'est plus dur pour Anne Hidalgo, ce changement de candidat à La République En Marche? Éventuellement. Dans le même temps, je dirais qu'on est quand même maintenant assez tard quand même dans la campagne. Bien sûr, on sait que les électeurs aujourd'hui, en tout cas une partie des électeurs, se déterminent un peu plus tardivement, mais ça vaut beaucoup plus, je pense, pour les grandes élections nationales, du type l'élection présidentielle, où les électeurs découvrent au cours de la campagne des personnalités qu'ils n'avaient pas connues jusqu'à présent. Là, on a quand même tout le poids d'un maire sortant, parfaitement identifié par une partie des Parisiens, dont les éléments de bilan en positif et en négatif sont également parfaitement identifiés. On a Rachida Dati, qui est aussi une personnalité parfaitement identifiée par les électeurs. Donc effectivement, très peu de jeux peuvent venir s'instiller par un effet de surprise et de dernière seconde. Il faudrait, pour que ça marche, il faudrait vraiment que Agnès Buzyn, à la fois par l'engouement qu'elle susciterait dans son propre camp, dans les meetings, par la force de ses propositions, apparaisse comme une personnalité qui vraiment d'un seul coup s'impose totalement par son équation personnelle, mais ça ne va pas être simple. Allez, au-delà de la campagne parisienne, cette affaire Benjamin Griveaux, elle a provoqué une déflagration dans toute la classe politique, qui a d'ailleurs réagi. On va revenir sur cette affaire Griveaux et sur ce qu'elle a provoqué. Mais d'abord, on va voir avec vous, Alex, que ce chantage à la vidéo sexuelle dans la vie politique, c'est loin d'être une première. Et oui. Il y a un jingle. Et Alex, en cherchant dans les archives, vous avez donc découvert que plusieurs affaires de sextape ont marqué la vie politique locale ces dernières années. Oui, la vie politique locale, car ce genre d'affaires peut toucher également les petites communes, les petites villes, comme la commune de Limoux, dans le département de l'Aude, 10 000 habitants. Et en 2017, une vidéo intime du maire de Limoux, Jean-Paul Dupré, est diffusée sur les réseaux sociaux. Et 2 semaines plus tard, le maire de Limoux est obligé de s'excuser devant son conseil municipal. Regardez. Je regrette qu'une affaire relevant strictement de ma sphère privée et intime, qui n'emporte à mon égard aucune prévention pénale, soit évoquée ici. Ceux qui ont été légitimement choqués et pour d'autres, beaucoup d'autres, désinformés. Et à leur égard de tous, je présente mes plus sincères excuses. Dans cette affaire, tout le conseil municipal de Limoux a apporté son soutien au maire Jean-Paul Dupré, même si certains conseillers d'opposition ont quand même pointé le discrédit jeté sur les élus à cause de cette vidéo. Autre affaire, cette fois-ci en Charente, en 2015. Elle touche le maire de la commune de Bourg-Charente, également à l'époque vice-président du département, Jérôme Sourisseau. Et un après-midi, il reçoit un SMS avec un lien vers une vidéo pornographique de lui. Et c'est une affaire de chantage, puisque
eh bien, l'escroc qui a volé cette vidéo lui réclame au final 8 000 €. Alors, l'élu Jérôme Sourisseau a refusé de payer et la gendarmerie a ouvert une enquête. Et ce genre d'affaire, elle a également touché la mairie du Havre, Alex. Et oui, la mairie du Havre. Nous sommes au printemps 2018 et le maire du Havre de l'époque, Luc Lemonnier, un très proche d'Édouard Philippe, porte plainte pour atteinte à la vie privée après la diffusion à tous les conseillers municipaux d'images intimes de lui, des photos sexuelles du maire, suivies d'un message de corbeau, d'un message d'insulte à son encontre. Alors, une enquête judiciaire est ouverte et un an plus tard, cette affaire est publiée dans la presse et quelques jours après, quelques femmes décident de témoigner et assurent que Luc Lemonnier leur a envoyé des photos pornographiques à leur insu. C'est-à-dire que du statut de victime, Luc Lemonnier est accusé de violence sexuelle, de harcèlement sexuel. Et quelques jours plus tard, il décide de démissionner dans une affaire de sextape qui s'est révélée très complexe. Et voilà, c'est donc pas une première cette affaire Griveaux, mais ça prend une ampleur, ça prend des proportions. Ça l'oblige à quitter cette course à la mairie de Paris. Est-ce que ça va néanmoins marquer un tournant dans la vie politique ou pas ? En tout cas, ça restera un élément inscrit dans la mémoire des élections municipales en France, ça, très, très clairement. Est-ce que c'est un tournant ? Je ne suis pas sûr que ça soit un tournant. On est plutôt dans une problématique qui me semble inscrite dans une durée plus longue. Effectivement, ça n'est pas nouveau. L'irruption d'affaires privées dans la vie publique, dans la vie politique, n'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. Et avant même les réseaux sociaux, sans doute, on trouverait facilement des éléments dans notre histoire politique montrant que des scandales ont déjà eu lieu bien avant les réseaux sociaux. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, on voit qu'il y a une dynamique peut-être ou quelque chose qui est inscrit dans un temps un tout petit peu plus long. On voit que les hommes politiques, les hommes et femmes politiques, les élus sont dans une problématique très contraignante pour eux, une exigence à la fois de transparence, d'authenticité, de sincérité. Et on voit que la frontière entre la vie publique, la vie privée et maintenant la vie intime s'est considérablement compressée et rétrécie. Et moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est surtout l'accélération du temps. Il n'a fallu que quelques heures, en fait, pour détruire la carrière politique que Benjamin Griveaux avait patiemment construite sur un temps très, 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 très long, parce qu'il est entré en politique très jeune, Benjamin Griveaux. Et donc, on voit cette accélération incroyable du temps. Ça n'est pas non plus totalement nouveau, mais à l'époque des réseaux sociaux, on voit qu'il ne faut que quelques heures, voire quelques minutes pour détruire la carrière politique d'une personnalité. Guillaume ? Oui, l'utilisation d'affaires de mœurs pour liquider symboliquement un homme politique est ancienne déjà. Oui, et ce qui est frappant dans cette histoire-là, la plus récente, c'est que ça a été réglé en 24 heures, comme vous le disiez. Il y avait l'affaire déjà sous Pompidou, on en a connu d'autres, mais ça durait beaucoup plus longtemps. Maintenant, dans le cadre d'une campagne électorale, à un mois pile, on peut filer un tempo qui permet vraiment de faire sortir illico le candidat. Arnaud ? Oui, l'accélération fait partie en effet aujourd'hui des propriétés d'un système politique qui, de ce point de vue-là, a changé. Si vous voulez, il y avait une tradition dans la culture politique française et même dans la culture médiatique, c'est-à-dire de non-transgression de cette frontière entre la vie publique et la vie privée, une tradition qui est très différente de la tradition anglo-saxonne. Dans cette affaire, au-delà de ce qu'on peut dire des réseaux sociaux, là où on peut quand même s'étonner, c'est que quelqu'un qui a été socialisé politiquement dans cet univers médiatique ait pu, à un moment donné, malgré tout, qu'on le veuille ou non, prendre le risque qui a été le risque qu'il a pu prendre, sans penser qu'inévitablement ce type de vidéo pouvait ne pas être viralisé par le système. Tout un chacun le sait. Donc là, il y a quelque chose qui pose question d'une certaine manière, même sur la psychologie profonde de l'homme politique, en l'occurrence. Un homme politique ne peut pas être imprudent. Quand vous voulez prendre un certain nombre de responsabilités, vous devez faire preuve d'une prudence de tous les instants. Et ça, d'une certaine façon aussi, les électrices et les électeurs le réclament. Donc, la question de savoir si on peut séparer l'homme public de l'homme privé, j'ai entendu durant tout ce week-end, bien évidemment, qu'il fallait réaffirmer ce principe, mais finalement, un homme ne se saucissonne pas aussi facilement qu'on l'imagine. Donc, il y a aussi, malgré tout, qu'on le veuille ou non... Est-ce que cette intrusion dans la vie privée, ça va pas trop loin ? Mais bien sûr que ça va trop loin. Le problème, c'est que finalement, il faut éviter et protéger
sa vie privée quand on est un membre public. À partir du moment où vous faites de la vie privée un argument aussi de vente électorale, vous prenez le risque que des gens mal intentionnés aillent fouiller dans votre vie privée. Et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence avec cette malheureuse séquence. Par ailleurs, ce que je trouve marquant de toute cette affaire, c'est aussi qu'elle traduit en creux un peu une forme de... presque un sentiment de vide idéologique en ce moment, c'est-à-dire comme si le fond des propositions des candidats passait presque au second rang. On disait tout à l'heure la difficulté pour les candidats aux élections municipales d'introduire des éléments marquant fortement leur profil, leurs propositions, et on voit que cette omniprésence des personnalités, du parcours personnel des personnalités, parfois la mise en scène de leur vie privée, est une tendance à la fois inéluctable, c'est là dans de très nombreuses démocraties, mais en même temps, on souhaiterait ardemment revenir plutôt au combat des idées. Allez, on va quitter la campagne à Paris, on va se rendre du côté de Rouen. On va retrouver comme tous les lundis nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabillet, merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Paris-Normandie. On va commencer Thierry avec cet article à lire aujourd'hui dans Paris-Normandie sur les communes nouvelles. Communes nouvelles, l'élection sans la passion. On s'est intéressé un petit peu à ce scrutin un peu particulier sur ces communes nouvelles qui se sont créées depuis le dernier scrutin de 2014 pour savoir un petit peu comment les élus dans ces communes-là faisaient pour faire campagne, comment les listes émergeaient. Et on s'aperçoit finalement qu'on est allé dans plusieurs communes, à Ménil-en-Ouche, dans l'Eure, une nouvelle commune qui va regrouper 16 communes. On s'aperçoit qu'il y aura une seule liste sur une population de 5000 habitants. La tête de liste, Jean-Louis Madelon, a eu même de la peine à trouver 62 colistiers dans les 6 communes qui composent sa nouvelle commune. Et on s'aperçoit, en allant voir les habitants, dans les commerces, parler au marché, en fait, qu'il y a vraiment une dépassion pour ce scrutin municipal. Les gens nous racontent qu'avant, les scrutins nominatifs, ça permettait, c'était un peu le défouloir, c'était l'école des fans. On voyait des gens. C'était un vrai test de notoriété pour les gens qui aspiraient à des municipales. Et aujourd'hui, sur des communes maintenant de 5000, c'est un scrutin de liste, les gens se dépassionnent. Et quand on n'est pas dans la commune centre, celle qui va être la chef de file de la nouvelle commune, on s'aperçoit que les gens même se disent pourquoi aller voter les 15 et 22 mars. Donc finalement, c'est peut-être un recul de la démocratie, c'est dans la commune. C'est plutôt bien en termes de fusion des compétences, des directions des services, de donner plus de moyens à des communes. Mais sur le plan purement démocratique, on voit que ça ne passionne pas la population. On a des et pourtant, on avait joué le jeu, on avait joué le jeu Et pourtant, on avait joué le jeu en Normandie. Si vous avez les statistiques, environ 700 communes nouvelles créées depuis 2014, plus de 130 en Normandie, donc quasiment 17% des nouvelles communes ont été créées sur le territoire normand, mais ça ne veut pas dire que ça va améliorer la démocratie directe de proximité à partir du 15 mars. C'est à lire aujourd'hui dans Paris-Normandie. Thierry, on aurait voulu continuer avec vous, parler de la campagne à Rouen, mais on ne vous cache pas qu'on a des problèmes de son. On a du mal, du coup, à bien vous entendre, à bien comprendre. On parlera donc de Rouen, on l'espère, la semaine prochaine. On espère que ces problèmes de son seront résolus. Je signale quand même que votre papier, dont vous venez de nous parler, sur les communes nouvelles, est à lire aujourd'hui dans Paris-Normandie. Et puis, on va quand même regarder la une, bien sûr, de Paris-Normandie. Une sur la Coupe de France de hockey sur glace, finale de la Coupe de France hier. Rouen bute sur Amiens. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Désolé pour ces problèmes de son. Un mot peut-être avec vous Guillaume sur ces communes nouvelles. On en a parlé la semaine dernière. Ces communes nées de la fusion de plusieurs communes et dans la plupart d'entre elles, bien sûr, première élection en 2020. Première élection, et c'est intéressant qu'il rappelle que finalement, dès qu'on modifie un périmètre ou qu'on fait bouger des compétences, les citoyens s'y perdent assez rapidement et ça fait baisser leur enthousiasme électoral. Et dans l'architecture institutionnelle française, on a affaire à une complexité de plus en plus grande en réalité, un raffinement de plus en plus important, ce qui est lié aussi à une demande sociale. Il faut répondre aussi à des demandes de plus en plus complexes, il faut faire des économies, mais tout ça ne favorise pas, si vous voulez, l'entrée dans le jeu démocratique des citoyens. Un mot peut-être, puisqu'on aurait dû parler de Rouen, on aurait dû parler du Havre aussi avec Thierry Rabillet. Le Havre où Édouard Philippe était encore vendredi pour présenter sa liste. Peut-être ce qui nous ramène au sujet d'avant, c'est que Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ils font campagne en étant à Matignon. Agnès Buzyn, elle a démissionné, elle ne sera pas une ministre candidate. Comment on peut l'expliquer ça ? Il y a une différence de traitement évidente, mais sauf que Paris est, disons, une capitale, c'est un autre enjeu. Et puis il est évident que Agnès Buzyn doit faire une
une campagne rapide. Et, si vous voulez, vous ne pouvez pas traiter le cas municipal parisien comme celui du cas du Havre ou celui de Tourcoing. Il y a une dimension immédiatement nationale qui s'impose à Paris. Donc on peut comprendre en effet qu'on ait demandé à Agnès Buzyn de démissionner, d'autant plus qu'elle gère des dossiers qui sont lourds et qu'il fallait bien évidemment transmettre ces dossiers qui sont lourds à un ministre qui soit à plein temps à la tâche. On peut soupçonner qu'il a sorti aussi. Oui, bien sûr. Oui, voilà, je pense qu'il y a deux raisons pour moi. La première, c'était la seule manière de gérer le fait qu'Agnès Buzyn avait dit qu'elle n'avait pas le temps d'être candidate. Parce que si elle était restée au gouvernement, tout le monde soulignerait la contradiction impossible. Et d'autre part, il y a peut-être aussi, en politique, vous savez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire d'une situation difficile, on essaie de tirer un bénéfice. Et là, le bénéfice, c'est d'exfiltrer Agnès Buzyn, qui était face à une situation dramatique dans le secteur hospitalier. Guillaume ? Oui, non, mais la différence de traitement, je dirais, elle est pas... Non, c'est pas parce que Paris est une capitale. Je pense qu'il voulait la sortir purement et simplement du gouvernement et confier le portefeuille à quelqu'un d'autre. Je vois pas d'autres raisons que celles qui seront invoquées effectivement rationnellement, officiellement. Mais là, la différence de traitement est quand même un peu énorme, je trouve. Allez, on va terminer en regardant la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui avec Alex Poussard. Et Alex, on commence avec la dépêche. Avec une question à la une de la dépêche du midi. Benjamin Griveaux s'est-il fait piéger, puisqu'on sait désormais que la femme destinataire de ces vidéos intimes est désormais la compagne de l'artiste russe Piotr Pavlinsky. Le couple est toujours placé en garde à vue. On enchaîne avec le Républicain lorrain. Le Républicain lorrain qui fait sa une justement sur Agnès Buzyn, candidate remplaçante de Benjamin Griveaux pour La République En Marche à la tête de la mairie, de Paris. L'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé a démissionné pour essayer de renverser la vapeur en quelques semaines dans cette campagne municipale qui est pour l'instant mal embarquée pour la majorité présidentielle. À la une de Ouest France. À la une de Ouest France, le début du débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Ce n'est donc pas Agnès Buzyn qui défendra le texte du gouvernement. C'est d'abord le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, qui va porter ce texte. Et puis il sera secondé sans doute par Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé. Un débat qui s'annonce difficile avec plus de 40 000 amendements déposés par les députés. Un débat qui pourrait ne pas aller à son terme. Et on termine avec le Maine Libre. Le Maine Libre, qui à quelques semaines des élections municipales, s'intéresse à ces maires qui font face à une baisse des dotations de l'État. Et il prend l'exemple, par exemple, de la commune du Lude, dans le département de la Sarthe. En plus d'une baisse des dotations, cette commune doit gérer le départ de son usine principale, son usine de lait Candia. C'est donc une tâche qui s'annonce très compliquée pour la maire du Lude. Merci beaucoup Alex. Et ça, c'est encore un sujet dans cette campagne municipale. Guillaume, cette baisse des dotations ? Ça dépend des endroits. Globalement, les finances des collectivités se portent bien. Les finances des communes vont bien. Elles ont de l'épargne, tout ce qui va bien. Le cas que vous citez là est intéressant parce qu'il se reproduit aussi en France. Et on oublie du coup parfois un certain nombre de ces communes qui sont en grande difficulté parce que l'usine a fermé et parce que les moyens finalement sont limités aujourd'hui. Mais en réalité, on a une telle différence, si vous voulez, de situation, un tel éclatement des situations que les chiffres globaux ne disent plus rien. Et en réalité, ils ont permis l'émergence aussi de choses qu'on ne voyait pas depuis Paris, depuis Lyon, depuis Nantes ou depuis Toulouse. C'est qu'il y avait une frange de la France qui était dans une situation extrêmement complexe et que les maires avaient de plus en plus de mal à maîtriser la situation sociale et économique. Allez, avant de se quitter, on va regarder vos unes, messieurs. La une de votre livre, Bruno Cotresse, Histoire d'une révolution électorale, en 2 mots. C'est un livre que nous avons publié avec ma collègue Anne Muxel du CEVIPOF et nous sommes basés sur la très grande enquête que le CEVIPOF a réalisée pendant plus de 2 ans entre l'automne 2015 et au-delà de l'élection présidentielle et des élections législatives. C'est un gigantesque panel électoral, plus de 10 000 électeurs ont été fidélisés dans ce panel et nous avons étudié cette révolution électorale 2015-2018. La une de la Gazette des communes cette semaine, Guillaume, dépenses de personnel municipal, ces candidats qui jouent les cost killers. Oui, gestion austère maintenant, c'est un argument de poids pour se faire élire ou réélire.
Et on termine, on ne la présente plus, avec la une de la revue politique et parlementaire, territoire sous tension, Arnaud. Oui, on s'est interrogé sur justement les transformations des territoires à la veille des municipales, les difficultés des élus à aussi impulser un certain nombre de politiques, et puis la question de la lisibilité aujourd'hui, on en a parlé ce matin, c'est-à-dire comment cette carte territoriale se transforme et comment les élus ont du mal parfois justement à la mettre en œuvre, et comment aussi les électrices et les électeurs peuvent aussi parfois se perdre dans ces transformations profondes. Et merci beaucoup, merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. À demain. Demain, notre invité politique, ce sera Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé des retraites, puisque s'ouvre cet après-midi à l'Assemblée nationale la discussion sur la réforme des retraites. Ce sera à 16h et demain débute également la conférence de financement sur cette réforme. Il viendra nous parler de tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.